Et si le vrai danger, ce n'était pas la violence dans une famille, mais le silence qui l'entoure? Dans Perte et Attachement, John Bowlby écrivait « Ce que l'enfant vit avec ses parents, il le porte avec lui dans toutes ses relations futures. » Grandir dans un environnement violent, surtout très tôt, c'est pas seulement vivre dans la peur, c'est apprendre à aimer avec la peur, c'est incorporer un attachement désorganisé. Inscrire dans le corps et la pensée des manières d'aimer, de se comporter et de ressentir le monde, avec la peur et avec la loyauté aussi, parce qu'on dépend de cela même qui nous violentait. Par exemple, dans le film Festen, pour l'anniversaire de son père, Christian doit prononcer un discours. Quand il s'apprête à révéler les violences qu'il a subies enfant, on ressent à la fois sa loyauté, parce qu'il ne veut pas déstructurer le lien familial auquel il est attaché, et la peur de ne pas être cru. Mais c'est surtout de briser le secret de famille dont il a peur, parce que loyauté et peur, c'est ce qui permet de maintenir l'homéostasie familiale. Et c'est cette homéostasie qui explique peut-être pourquoi une famille dysfonctionnelle tient tellement à garder ses secrets, quitte à se séparer du révélateur, et parfois même comme dans Festen, où l'affaire Aizawa a le tué. Depuis que je suis petit, et c'était d'ailleurs le sujet de mon mémoire, je me demande comment les violences intrafamiliales orientent inconsciemment nos choix, que ce soit professionnels ou amoureux, et structurent la mémoire collective à travers les générations. À ça, je crois qu'il y a deux éléments de réponse que je remets souvent en question. Le premier c'est, et si la famille c'était finalement qu'un système singulier, où se mélangent expérience, société et bagages génétiques, reliés à tout un écosystème, comme le disait Reuter ou Mény. Un système où les blessures orientent nos choix inconsciemment, comme si certaines violences nous poussaient vers des métiers du soin ou du social, ou alors vers des schémas affectifs qu'on connaît déjà, juste pour donner un sens à nos traumas. Et le deuxième c'est, est-ce que ces non-dits et secrets ne se transmettent pas à travers les silences et les gestes, influençant ce que font et ressentent les enfants, qui apprennent à se taire, à protéger les mêmes secrets ou à reproduire les mêmes peurs. Le truc c'est qu'on sait aussi que ces répétitions ne sont pas une fatalité, parce que la mémoire traumatique n'est pas un destin gravé dans le marbre. Et donc, encore une autre question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi certaines personnes ne reproduisent-elles pas ces violences? Bah voilà exactement ce qui m'intéresse. Parce que si on trouvait une réponse, on pourrait peut-être éradiquer les traumatismes transgénérationnels qui s'inscrivent parfois depuis des générations et générations jusqu'à atteindre notre épigénétique. Bon, là peut-être qu'on joue avec des lois qui nous dépassent tous, mais voilà ce que je pense, et puis vous me direz aussi ce que vous en pensez. Même si c'est toujours soumis à la chance et aux bonnes rencontres, je crois comme Cyrulnik que ce qui fait résilience, c'est la rencontre. Je sais, c'est simple et naïf comme réflexion, mais imaginons qu'un prof, un travailleur social, un ami, un psychologue et même certains animaux selon des études puissent venir à notre rencontre et faire rupture et aider à reconfigurer notre rapport au réel que nous avions jadis reprogrammé parce que le traumatisme qu'on a pu subir avait conduit à une distorsion de notre perception de la réalité. On reparlera du réel et de la réalité plus tard parce que ça aussi c'est un morceau. Mais en tout cas, voilà pourquoi je le dis et ça des deux côtés du miroir. Il n'y a aucune honte à en parler. Mais bien sûr, reste toujours à savoir qu'est-ce qu'on peut dire et surtout, à qui peut-on vraiment se fier.